Tout est parfaitement réparé, chérie. La petite et moi, on s'éclate. J'ai lu ce SMS de mon mari, pendant que mes mains nues agrippaient le bord en métal froid du lit d'hôpital. Fixant d'un regard vide le crâne fracturé, ainsi que la tête rasée et en sang, de ma fille de 7 ans aux soins intensifs. Elle ne s'éclatait pas du tout avec lui. Ma propre chair et mon propre sang avaient été enfermés seuls dans notre maison pendant 72 heures. Rongeant des biscuits secs, juste pour rester en vie. Et puis, elle a fait une chute libre depuis le balcon du 2e étage. Là où mon propre mari avait retiré manuellement les tire-fonds en acier, pour les remplacer par des vis en plastique bon marché. Il a tenté de l'assassiner. Puis il a tranquillement utilisé ma carte de crédit militaire, pour acheter du champagne à sa maîtresse, sur un yacht à Sainte-Lucie. Je suis Héloïse Lawson. Colonel dans le corps des marines des États-Unis. J'ai autrefois accepté un drapeau plié, provenant du cercueil de mon mari tombé au combat. Mais je n'aurais jamais pensé affronter un meurtrier, jusque dans mon propre lit. Avant que je ne vous raconte exactement ce qui s'est passé, prenez une seconde pour aimer et vous abonner à la chaîne. Mais seulement si cette histoire vous fait ressentir quelque chose. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est en ce moment. Pour que nous puissions faire le compte à rebours ensemble, et voir comment une mère en uniforme a écrasé l'existence entière de cette ordure, en exactement 72 heures. Remontons le temps jusqu'à 16h17 très exactement. Mardi. Salle 38A, au Pentagone. La climatisation de la salle de briefing était réglée sur un glacial 15 degrés. L'espace sentait le café rassis, l'ozone, et le papier sec. Je me tenais en bout de la lourde table en acajou, balayant avec un pointeur laser rouge, une carte satellite du Moyen-Orient. Je détaillais une allocation de munitions, de plusieurs millions d'euros. Ma posture était rigide. Mon esprit était concentré sur la grille de coordonnées. C'est alors que la lourde porte en chêne s'est ouverte. C'était le capitaine Thomas Miller, mon assistant. Thomas était un marine, qui suivait les règles à la lettre. On n'interrompt pas un briefing avec 3 généraux, à moins qu'une guerre ne vienne d'éclater. Mais à cet instant, son visage était blanc comme la craie. Sa mâchoire était crispée. Et ses yeux. Ils étaient complètement dévastés. Il a marché droit vers moi, ignorant les hauts gradés assis à la table. Il s'est penché, et sa voix est tombée dans un murmure rauque et tendu, qui a tranché net à travers le faible bourdonnement du projecteur. Mon colonel, c'est Poppy. Elle est tombée du balcon du 2e étage. Son crâne est fracturé. Ils sont en train de l'évacuer vers Walter Reed, en ce moment même. Le temps s'est arrêté. La carte satellite lumineuse sur l'écran s'est estompée pour devenir une bouillie de pixels sans signification. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas tombé à genoux. Le corps humain a une curieuse façon de gérer un traumatisme contondant porté à l'âme. On se ferme, tout simplement. Un craquement sec et net a résonné dans la pièce silencieuse. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Le gros stylo à billes en plastique que je tenais s'était cassé net en deux. Un morceau déchiqueté du boîtier s'était enfoncé profondément dans ma paume. Le sang a perlé, rouge vif, contre mes jointures blanches. Je n'ai rien ressenti. Les généraux autour de la table sont restés muets de stupeur. Le commandant de la base s'est agité dans son fauteuil en cuir, une expression de pure horreur traversant son visage buriné. Il a hoché la tête une fois, m'accordant la permission de partir. Le marine en moi était temporairement paralysé, mais la mère s'est réveillée. Et elle avait soif de sang. J'ai jeté le stylo cassé sur cette carte. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Où est Arthur? Arthur. L'homme qui m'avait embrassé le front ce matin-là. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Thomas a dégluti avec difficulté. La chose la plus dure qu'un soldat ait à faire, c'est d'annoncer une nouvelle concernant un tir ami. Il a refusé de croiser mon regard. Il fixait intensément la moquette grise. Il n'est pas à la maison, madame. Où est-il, Thomas? Ma voix n'était pas forte. Elle était morte. Atone. Le ton exact qui précède une exécution militaire. Il est parti pour les Caraïbes samedi. Nous avons tracé son vol au départ de Dule. Mon cerveau a eu un raté. J'ai levé les yeux vers l'horloge numérique sur le mur. Mardi, 16h21. Samedi, dimanche, lundi, mardi.
Camilla, ai-je demandé, en nommant notre nounou à domicile. Il l'a renvoyée chez elle au Texas, vendredi. Il lui a dit que vous aviez approuvé une semaine de congé payé. L'air a été littéralement aspiré hors de mes poumons. La température dans la pièce a chuté en dessous de 0. Une petite fille de 7 ans. Enfermée dans une maison, sans adulte, sans aucune aide, pendant 3 jours entiers. Mon estomac s'est violemment tordu, menaçant de régurgiter le café noir, que j'avais bu des heures auparavant. Il l'avait laissé pourrir là. 10 minutes plus tard, j'étais sanglé dans le strapontin d'un hélicoptère UH-60 Black Hawk. Le rugissement assourdissant des 2 moteurs à turbine vibrait à travers les semelles de mes bottes de combat, faisant trembler le sol en acier. La forte odeur du carburéacteur brûlé remplissait la cabine. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était l'odeur fantôme du shampoing à la fraise de ma fille. Je regardais par la porte latérale ouverte, observant l'horizon gris qui défilait à toute vitesse. J'avais épousé Arthur il y a 4 ans. Je pensais faire le choix intelligent, le choix sûr. J'avais déjà enterré un marine. Je m'étais tenu sur un tarmac mouillé sous une pluie glaciale, et j'avais pris un drapeau plié dans une boîte en bois. J'avais juré de ne plus jamais faire subir ce genre de douleur à ma fille. Alors, j'ai choisi un civil. Un gestionnaire financier indépendant. Un homme doux et souriant, qui s'était tenu à l'autel, et qui avait juré devant Dieu de protéger la veuve et son enfant sans père. Un civil qui venait de laisser mon enfant mourir. Juste pour pouvoir jouer au célibataire sur une île. J'ai sorti mon téléphone de mon gilet tactique. J'ai appuyé sur son numéro en composition rapide. La connexion satellite a cliqué, sonnant 1, 2, 3 fois. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de savoir si l'homme avec qui je partageais mon lit était réellement capable d'un tel niveau de cruauté. Ou s'il y avait une explication tordue à tout cela. La ligne s'est ouverte. Salut, vous êtes bien sur le répondeur d'Arthur. Je suis en train de profiter de la vie en ce moment, alors laissez un message après le bip. La tonalité automatisée a résonné dans mon écouteur. Salut, vous avez joint Arthur. Je suis de sortie pour profiter de la vie en ce moment, alors laissez un message après le bip. Le bip automatisé a transpercé mon écouteur. Aigu et perçant, tranchant net à travers le lourd martèlement des rotors du Black Hawk. J'ai appuyé sur fin d'appel. J'ai rappelé. Salut, vous avez joint Arthur. 4e fois, avec le même ton enjoué et insouciant. La voix d'un homme qui n'avait pas le moindre souci au monde. Un homme qui, soi-disant, était en train de rénover la salle de bain de l'étage. Un homme qui était censé surveiller ma fille de 7 ans. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté le téléphone contre la paroi en acier de l'hélicoptère. La panique, c'est pour les amateurs. La panique vous fait tuer. Mon pouce planait au-dessus de l'écran rouge lumineux. Ma mâchoire s'est serrée si fort, que mes molaires ont grincé les unes contre les autres. Envoyant une douleur aiguë jusqu'à mes tempes. Le goût cuivré du sang a suinté sur ma langue. Je m'étais mordu l'intérieur de la joue jusqu'au sang. J'ai fermé les yeux pendant 2 secondes. Quand je les ai rouverts, la mère désespérée avait disparu. Le tireur d'élite était dans la tour. Je suis sorti de la page de contact d'Arthur. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à un numéro, enregistré sous un faux nom d'entrepreneur. Le sergent-chef Dean Firland. Force spéciale à la retraite. Dean dirigeait une société de renseignement privé, depuis un bureau en parpaing sans fenêtre à Alexandria. Il vivait de café noir, de cigarettes sans filtre, et de secrets gouvernementaux. C'était le genre d'homme, capable de trouver un fantôme dans un blizzard. La ligne a grésillé. Il a décroché à la première sonnerie. Colonel. La voix de Dean ressemblait au bruit d'une botte lourde, que l'on traîne sur du gravier meuble. Pas de bonjour, pas de bavardage. Dean, j'ai besoin de la localisation précise d'Arthur, tout de suite. Dean n'a pas demandé pourquoi ma voix sonnait comme le cœur de l'hiver. Il n'a pas demandé si tout allait bien à la maison. Il a juste entendu le changement tactique dans mon ton, et s'y est adapté. Qu'avez-vous? Un vol au départ de Dule, samedi. C'est tout. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. J'ai besoin de coordonnées, Dean. J'en ai besoin pour hier. Laissez-moi 1 heure. La ligne a été coupée. Je suis resté assise dans le ventre vibrant de l'hélicoptère.
fixant les plaques d'acier du sol. L'odeur du carburant d'aviation était épaisse, me brûlant le fond de la gorge. Je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Des intervalles de 4 secondes. Maintenir le rythme cardiaque bas. Garder la rage enfouie tout au fond, dans une boîte sombre et lourde à l'intérieur de ma poitrine. Cela n'a pas pris 1 heure. 28 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un fichier texte sécurisé est tombé dans ma boîte de réception. Suivi immédiatement par un appel entrant de Dean. J'ai répondu, « Allez-y, on l'a », a dit Dean, la voix plate, dénuée de toute émotion. Il n'est pas hors réseau, colonel. Il émet pratiquement en clair. Il est en bas, à Sainte-Lucie. À la marina de Rodney Bay, à Sainte-Lucie. Il a un bateau, ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Il a loué un luxueux catamaran de 60 pieds. Le Mariposa, amarré à l'emplacement 4. Et colonel. Dean a hésité. Il en faut beaucoup pour faire hésiter un béret vert à la retraite. Il n'est pas seul. Non, Chloé Vance, 28 ans. Professeur de yoga certifié, originaire d'Arlington. On dirait qu'ils voyagent ensemble depuis samedi matin. Mes yeux sont restés fixés sur un rivet rouillé, dans la paroi de l'hélicoptère. Une professeure de yoga. Pendant que ma fille était enfermée dans une maison. À manger des vieux biscuits secs, jusqu'à ce qu'elle tombe d'un balcon cassé. Mon mari jouait au Sugar Daddy dans les Caraïbes. Ce n'est pas tout, a grogné Dean. Je pouvais entendre le bruit d'un briquet au bout du fil. J'ai épluché les données financières. Il a payé la location en liquide. Mais il y a 1 heure, il a utilisé une carte, dans un restaurant sur le quai. 3 bouteilles de champagne millésimées, 2000 €. Quelle carte? Votre compte secondaire. L'identifiant de personne à charge de militaire, rattaché à votre ligne de crédit USA. Ma prime de risque. L'argent que j'avais gagné en dormant sur des lits de camp dans la poussière. En esquivant les tirs de mortier. Et en regardant de braves hommes rentrer chez eux dans des boîtes en aluminium. Il utilisait l'argent de mon sang. Pour acheter du champagne à une fille de 28 ans sur un yacht. La lourde boîte en métal à l'intérieur de ma poitrine, s'est ouverte dans un déclic. L'air glacial s'y est engouffré. Dean, gardez un œil sur lui. Mettez sur écoute les caméras locales. Engagez un gars sur les quais. Je me fiche de ce que ça coûte. Je veux qu'il soit surveillé 24h24 et 7h7. Suivez chaque centime, chaque SMS, chaque respiration. C'est fait. Quel est le plan, colonel? Je vais l'enterrer. J'ai raccroché. L'hélicoptère s'est incliné brusquement vers la gauche. Les lumières de la ville en contrebasse brouillant en de longues traînées d'un jaune sale. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. J'ai de nouveau ouvert mes contacts. Margolu Chenoweth. 65 ans, ancienne juge avocat général. Actuellement la plus impitoyable avocate spécialisée dans les biens et le divorce de toute la côte est. Margolu ne se contentait pas de gagner des affaires. Elle salait la terre, pour que plus rien n'y pousse jamais. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Faisant teinter des glaçons dans un verre. Héloïse, il est plus que l'heure de la fermeture. J'espère que c'est une déclaration de guerre. C'en est une. Je lui ai fait le compte rendu en moins de 2 minutes. Pas de larmes. Pas de voix qui se brise. Juste des faits. La chute, l'hôpital, le yacht, la prof de yoga, la carte de crédit. Le silence a plané sur la ligne. Je pouvais entendre Margolu prendre une gorgée lente et délibérée de son verre. Quand elle a enfin pris la parole, son ton sentait la poudre à canon, et la violence juridique à l'ancienne. Cet idiot. Cet arrogant fils de. Je veux qu'il soit réduit à 0, Margolu. Je veux que tous les comptes soient gelés. Je veux que ses accès soient révoqués. Je veux qu'il soit dépouillé de chaque privilège que mon uniforme lui a jamais accordé. Considérez que c'est fait, a répondu Margolu, la voix baissant d'une octave. Je déposerai les injonctions d'urgence à l'aube. Le temps qu'il se réveille, ses cartes de crédit seront inutilisables. Mais Héloïse, la maison, le fonds de placement, les avantages militaires. Ça prend un peu de temps de dénouer un mariage légal. Je n'ai pas une minute à perdre. Le Black Hawk a commencé sa descente.
Le train d'atterrissage a gémi, en se verrouillant en place. Par la petite fenêtre, je pouvais voir les lumières d'urgence rouges et aveuglantes, de l'héliport de l'hôpital qui se précipitait à notre rencontre. Ma fille était en bas, luttant pour respirer. Nous sommes mardi soir, Margolu, ai-je dit. Ma voix coupant à travers les parasites radio comme une lame dentelée. Je veux qu'il soit complètement effacé, d'ici vendredi. Fracture crânienne avec enfoncement, a déclaré le neurochirurgien traitant, d'une voix basse et experte. Hématome sous-dural. Nous avons dû percer, pour soulager la pression intracrânienne. Elle est dans un coma artificiel. Son pronostic est réservé, mais nous sommes optimistes. Le Black Hawk avait atterri au Centre médical militaire national Walter Reed. À 22h42 très exactement. La transition entre le rugissement assourdissant des rotors, et le silence étouffant de l'unité de soins intensifs, suffisait à donner le coup du lapin à n'importe qui. Mais je n'ai pas bronché. J'ai gardé la colonne vertébrale droite comme une tige d'acier, en franchissant les doubles portes. L'air de la chambre 314 avait un goût d'eau de javel, d'alcool à friction, et de cuivre brut. Le seul son était le sifflement et le cliquetis mécanique d'un respirateur, qui poussait de l'air dans de minuscules poumons. Je n'ai pas remercié le médecin. J'ai juste hoché la tête. J'ai marché jusqu'au bord du lit, et j'ai tiré une chaise en plastique bon marché. Ses pieds en métal ont raclé contre le linoléum. Je me suis assise. J'ai regardé ma fille. Il lui avait rasé la tête. D'épais bandages blancs enveloppaient son crâne. Taché de taches naissantes d'un rouge sombre. Des tubes descendaient dans sa gorge, jusque dans ses bras. La scotchant au lit comme une prisonnière. J'ai tendu la main, et j'ai enroulé mes doigts autour des siens. Sa peau était glacée. Pendant lâchement autour de son petit poignet couvert d'échymose, se trouvait un lourd bracelet en argent. L'emblème du corps des marines était gravé dans le métal. Il appartenait à Richard. Son père biologique. Un homme qui avait pris une balle dans un désert étranger, pour protéger des gens qu'il ne connaissait même pas. Et maintenant, sa fille était allongée sur un lit d'hôpital. Parce que l'homme que j'avais choisi pour le remplacer, l'avait laissé mourir. Le capitaine Thomas Miller est entré dans la pièce. Il s'est arrêté au pied du lit, les mains fermement jointes derrière le dos. Il avait passé des appels. « Colonel », a murmuré Thomas. J'ai parlé avec les forces de l'ordre local. Ils ont forcé l'entrée de votre résidence. Donnez-moi la chronologie des événements, Thomas. Arthur a conduit la nounou à l'aéroport vendredi après-midi. Il lui a dit, vous avez approuvé des vacances payées soudaines. Samedi matin, à 6 heures. Un Uber a récupéré Arthur, et l'a emmené à l'aéroport international de Dule. J'ai fixé le soulèvement et l'abaissement lent et rythmé, de la poitrine de Poppy. Samedi, dimanche, lundi, mardi. 72 heures. Mon cerveau m'a forcé à regarder le film. J'ai imaginé ma fille de 7 ans se réveillant le samedi. Appelant un homme qui était déjà à mi-chemin des Caraïbes. Je l'ai imaginé traînant une chaise de salle à manger jusqu'au garde-manger. Déchirant des boîtes en carton. Rongeant des biscuits secs et salés. Buvant l'eau du robinet dans un gobelet en plastique. Je l'ai imaginée assise dans le salon sombre, enveloppée dans une couverture. Regardant des dessins animés, jusqu'à ce que la télévision s'éteigne automatiquement. Puis est venu le mardi après-midi. Je l'ai imaginée sortant sur le balcon du 2e étage. Peut-être a-t-elle vu un chat errant dans le jardin. Peut-être a-t-elle entendu un moteur de voiture, et pensé que c'était moi qui rentrais à la maison. Elle s'est appuyée contre la rambarde en bois. Et la rambarde a tout simplement cédé. Une étincelle soudaine et violente, s'est allumée au fond de mon cerveau. Le balcon. J'ai lâché la main froide de Poppy. Je me suis levé si vite, que la chaise en plastique a basculé en arrière, et a heurté le sol avec un craquement sonore. Thomas a sursauté, mais je l'ai ignoré. 4 semaines plus tôt, j'étais assise à l'îlot de la cuisine. J'avais remis à Arthur une enveloppe. Contenant 5000 € en billets de 100 € tout neufs. Ma prime de déploiement. La rambarde en bois à l'arrière commençait à pourrir. Je lui avais dit d'engager un entrepreneur agréé pour l'arracher, et renforcer toute la structure avec des tire-fonds en acier. Je vais m'en occuper, chérie, avait-il dit, en affichant ce sourire facile et creux. 3 jours plus tard, alors que j'étais en poste au Pentagone, il m'avait envoyé une photo par SMS.
Un camion-fourgon blanc garé dans notre allée. La légende disait, les gars réparent le balcon. Tout est parfaitement réparé. La petite et moi, on s'éclate. Il avait menti. J'ai sorti mon téléphone de mon gilet. Je suis sorti de l'USI. Les portes automatiques se sont refermées derrière moi. Le couloir était vide. À travers les grandes baies vitrées, le ciel de minuit était d'un noir d'encre et sans étoiles. J'ai composé le numéro de Dean Firland. Il a répondu à la première sonnerie. Dean, j'ai besoin que vous récupériez les images des caméras de circulation de ma rue. Cherchez un camion-fourgon blanc. Garé dans mon allée il y a 4 semaines. Vérifiez les plaques. Retrouvez l'entreprise. Je veux savoir exactement qui a travaillé sur ce balcon. Et je veux voir les permis de construire de la municipalité. Vous pensez qu'il a empoché l'argent, a demandé Dean, d'une voix perçante. Je pense qu'il a fait pire que ça. Trouvez le camion. J'ai raccroché. J'ai levé les yeux vers l'horloge numérique sur le mur. 2h14 du matin. J'ai composé le numéro de Margolu Chenoweth. Héloïse, a répondu l'avocate. Elle semblait parfaitement réveillée. Le gel des avoirs est rédigé. Le juge le signera à 8 heures. Ajouté à la liste, ai-je ordonné, en fixant mon propre reflet dans la vitre froide. Dépôt de demande de divorce immédiat. Saisie totale de ses avoirs. Rayez-le des bénéficiaires de mon assurance vie, et de ma pension militaire. Ensuite, appelez les autorités fédérales. Je veux qu'il soit inculpé de crime pour abandon d'enfant, et mise en danger imprudente. Margolu a fait une pause. Le son de son stylo grattant sur un bloc-notes juridique a résonné dans le combiné. Héloïse, a dit Margolu, d'un ton soudainement prudent. Si vous enquêtez sur la réparation de ce balcon, soyez prudente. S'il a pris l'argent, et fait une réparation bon marché, c'est de la négligence criminelle. Mais s'il l'a intentionnellement saboté avant de quitter la ville. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. C'est une tentative de meurtre, ai-je terminé pour elle. Ma voix ne tremblait pas. C'était un bloc de glace massif. Obtenez les preuves, a dit Margolu. Si vous obtenez les preuves, je vais m'assurer qu'il ne respire plus jamais l'air libre. Je les aurai. J'ai terminé l'appel. Je me suis tenu dans le couloir silencieux et stérile de l'hôpital. La mère, qui avait été terrifiée à l'idée de perdre son enfant, était morte. La femme, qui avait essayé de construire une vie civile normale, avait disparu. J'ai plongé la main dans la poche gauche de l'uniforme sur ma poitrine. J'en ai sorti un petit carnet tactique militaire vert, et un stylo noir. J'ai tourné jusqu'à une page vierge. Je n'ai pas écrit sur mes sentiments. Je n'ai pas écrit de prière. J'ai pressé le stylo sur le papier, et j'ai commencé à écrire une liste. Une directive opérationnelle en 9 étapes. Un plan directeur pour démanteler systématiquement les finances d'Arthur. Sa liberté. Et sa misérable vie. Il pensait se jouer d'une femme au foyer. Il avait oublié qu'il avait épousé le corps des marines des États-Unis. L'étape 1 était déjà enclenchée. L'étape 2 allait ruiner sa matinée. À 7h30 du matin. Le mercredi. J'étais assise dans la cafétéria de l'hôpital, au rez-de-chaussée. L'endroit était une ville fantôme, faite de chaises en plastique vides, et de distributeurs automatiques bourdonnants. La table en formica sous mes avant-bras était glacée. Je fixais le gobelet en carton de café noir entre mes mains. Il sentait le cuivre brûlé, et le vieux marc. Je n'avais pas pris une seule gorgée. Mon téléphone a vibré contre la table dure. Cela sonnait comme une tronçonneuse dans ce silence de mort. C'était Dean. J'ai fait glisser l'icône verte, et j'ai mis le téléphone à mon oreille. Rapport. Dean n'avait pas son ton pince sans rire habituel. Le béret vert à la retraite avait vu des choses sur le terrain qui feraient vomir un prêtre. Mais en ce moment, sa voix portait une lourde rugosité. J'ai tracé le camion-fourgon blanc de la photo qu'il vous a envoyée, a grogné Dean. Ce n'était pas un entrepreneur, colonel. C'était un U-Haul de location locale. Loué dans un centre commercial, un peu plus loin sur l'autoroute près de votre lotissement. Il l'a récupéré à 8 heures du matin. L'a conduit jusqu'à votre allée, a pris la photo. Et l'a rendu 1 heure plus tard. Le coût total était de 39 €,
plus le kilométrage. J'ai fixé la surface noire de mon café. Aucune ondulation. Les 5000 €, ai-je dit, ma voix complètement creuse. Envolé, a répondu Dean. Directement dans sa poche. Mais le problème n'est pas là. J'ai cessé de respirer. Le bourdonnement du distributeur automatique dans le coin semblait s'amplifier, me vrillant les tympans. Quel est le problème, Dean? J'ai réveillé un ingénieur en structure que je connais. Je l'ai envoyé sur votre propriété, avant que les flics locaux ne posent la bande de scène de crime. Il a fouillé les débris sur le côté de la maison. La rambarde cassée. Dean a fait une pause. Je pouvais l'entendre craquer une allumette. Il a tiré une bouffée de cigarette. Colonel, la rambarde n'était pas en train de pourrir. Et elle n'a pas simplement cédé. Donnez-moi les détails mécaniques. Le code du bâtiment exige 4 tire-fonds en acier galvanisé de 3 pouces, pour ancrer la rambarde d'un balcon à la structure de la maison. Mon gars a trouvé les points d'ancrage. 2 des boulons en acier avaient été entièrement retirés. À leur place. Il a trouvé des vis en plastique. Des chevilles en plastique pour cloison sèche d'1 demi-pouce. Le genre que vous utilisez pour accrocher un cadre bon marché dans un salon. Mon sang a cessé de circuler. Il s'est figé dans mes veines. Écoutez-moi, a dit Dean, sa voix baissant d'un ton. Un homme adulte s'appuie contre une rambarde tenue par des vis en plastique. Elle cède immédiatement. Il rattrape son équilibre. Mais une enfant de 20 kilos. Elle s'appuie dessus. Le plastique tient juste assez longtemps, pour que son centre de gravité bascule par-dessus le bord. Ensuite, le filetage s'arrache. Ça cède d'un seul coup. C'était un piège. C'était une chute parfaitement calculée, et calibrée au poids. Est-ce qu'il a fait ça, ai-je demandé. Les mots avaient le goût de la cendre dans ma bouche. Vérifiez votre téléphone, a répondu Dean. Le vieux Peterson, de l'autre côté de la rue, a une caméra Ring montée sur son garage. Elle pointe droit sur le côté de votre maison. J'ai piraté le stockage sur le cloud. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Un fichier vidéo attendait dans mes messages. J'ai tapé sur l'écran. L'image pixelisée s'est chargée pendant 2 secondes, puis s'est affinée. Pour révéler une réalité brutale en haute définition. Il y avait ma maison. Il y avait le balcon du 2e étage, à l'extérieur de la fenêtre de la chambre de Poppy. Et il y avait Arthur. Il portait une veste Carhartt toute neuve, et des lunettes de sécurité. Jouant le rôle du bricoleur robuste. Il tenait une perceuse électrique de Walt jaune dans sa main droite. J'ai regardé l'homme qui embrassait mon front chaque matin, s'approcher de la rambarde. Je l'ai regardé inverser le sens de la perceuse. Les lourds boulons en acier sont sortis. Il les a jetés dans l'herbe. Ensuite, il a plongé la main dans sa poche. Il a sorti les minuscules et inutiles vis en plastique. Il les a vissées dans les trous dénudés. Il a attrapé la rambarde en bois. Il l'a secouée doucement, pour s'assurer qu'elle était complètement instable, et a souri. Un véritable sourire de satisfaction. Il n'avait pas construit une rambarde. Il avait construit une guillotine. Et puis, il avait fait sa valise, embrassé ma fille sur la tête, et l'avait laissée seule pendant 3 jours. Sachant exactement comment ce film allait se terminer. Il la voulait morte, pendant que j'étais coincé au Pentagone. Il voulait un tragique accident. L'homme qui s'asseyait près de son lit, et lui lisait les livres du docteur Seuss. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo sans les petits trous. Il avait méticuleusement dévissé sa vie, pour pouvoir empocher un paquet d'argent. J'ai ressenti une pression soudaine et violente dans ma main droite. Le gobelet à café en carton s'est froissé. Le manchon en carton a cédé. Le café noir et brûlant, à près de 90 degrés, a explosé hors du couvercle en plastique. Il a inondé mes jointures nues, et s'est déversé sur la table froide en formica. Ça a brûlé. Ça a fait cloquer la peau instantanément. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai rien senti du tout. Le dernier lambeau de la femme, qui pensait avoir un mariage, un foyer, et une vie civile. S'est consumé juste là, dans cette cafétéria stérile. Les cendres se sont envolées dans la climatisation. Ce qui est resté derrière n'était pas une épouse. Ce n'était même pas une mère.
C'était un marine des États-Unis. Et je fixais une cible hostile. J'ai laissé tomber le gobelet écrasé et fuyant sur le sol. Je me suis levé. La chaise en métal a crissé contre le carrelage. Le capitaine Thomas Miller se tenait près des doubles portes. Il m'avait observé. Il a vu le café qui s'égouttait de ma main rouge et couverte de cloques. Il a vu le regard dans mes yeux. Il s'est redressé, ses bottes claquant l'une contre l'autre. J'ai marché vers lui. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Thomas. Oui, madame. Appelez Margolu. Appelez Dean. Appelez le Pentagone. J'ai baissé les yeux vers la flaque de café noir, qui s'étalait sur le sol. Déclenchez tout le dispositif. Effacez-le. J'ai tiré le lourd rideau occultant à l'intérieur de la chambre 314. L'unité de soins intensifs a plongé dans l'ombre. Éclairé uniquement par la lueur bleue et crue de mon Panasonic Two-Book, posé sur mes genoux. En arrière-plan, le sifflement et le cliquetis mécanique du respirateur de Poppy maintenaient un rythme régulier et impitoyable. C'était la bande-son parfaite pour un massacre. Mon carnet tactique vert était ouvert sur le bord du lit. 9 étapes. Je n'étais plus une mère en deuil dans cette pièce. J'étais un opérateur de drone assis dans un bunker sombre. Fixant un moniteur, entrant des coordonnées, et attendant l'impact des missiles. 10 heures du matin. Mercredi. Mon téléphone portable a vibré contre ma cuisse. C'était Margolu. J'ai porté le téléphone à mon oreille. Je n'ai pas dit bonjour. L'encre est sèche, colonel, a déclaré Margolu. Sa voix dégoulinait d'une violence légale absolue. Demande de divorce d'urgence déposée au tribunal du comté. Les motifs sont l'adultère et la mise en danger criminelle. J'ai apporté le dossier au greffier moi-même. Le juge a signé les ordonnances rendues sur requête il y a 2 minutes. Les finances, ai-je demandé, mes yeux balayant la feuille de calcul sur mon écran. L'étape de 11 heures est en cours de réalisation en ce moment même, a-t-elle répondu. J'ai regardé l'horloge de mon ordinateur portable afficher 11 heures. À 500 mètres de là, le système bancaire a exécuté l'ordre. Le compte courant commun? Disparu. Les comptes d'épargne à haut rendement? Disparu. Les portefeuilles de fonds communs de placement? Totalement gelés. Margolu a fait apposer un scellé judiciaire sur les coffres de la banque. Il n'y aurait pas de médiation. Il n'y aurait pas de partage des biens. Arthur ne pourrait même plus acheter un paquet de chewing-gum avec mon argent. 14 heures de l'après-midi. La lourde porte des soins intensifs s'est ouverte. Le capitaine Thomas Miller est entré. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement tendu une tablette de dotation militaire. Elle était connectée à la base de données de sécurité mondiale du département de la Défense. Le visage suffisant et souriant d'Arthur s'affichait à l'écran. Juste à côté de son numéro d'identification de personne à charge de militaire. Ce petit bout de plastique lui donnait droit à des soins de santé gratuits. À des courses détaxées à l'économat. Et à un faux sentiment de supériorité, à chaque fois qu'il le brandissait devant un garde à l'entrée d'une base. J'ai tapé sur l'écran. J'ai appuyé sur la commande de révocation. La barre d'état est passée d'un vert uni, actif, à un rouge clignotant, résilié. Son profil a été définitivement supprimé. Il a perdu l'accès aux bases. Il a perdu Tricard. Il a été dépouillé de la protection de l'uniforme. Il n'était de nouveau, plus qu'un civil insignifiant. 15 heures de l'après-midi. Un SMS de Dean a retenti. C'était une photographie haute résolution. J'ai zoomé. C'était le parking longue durée de l'aéroport international de Dule. Un type dans un sweat à capuche taché de graisse, manipulait le treuil d'une dépanneuse à plateau pour poids lourds. Accroché à l'arrière, les roues avant soulevées du béton, se trouvait une Corvette Stingray gris ardoise. La crise de la quarantaine d'Arthur sur roue. Ma prime de risque avait payé la compte. Mon score de crédit avait garanti le prêt. À la seconde où j'ai appelé la société de financement, pour arrêter les prélèvements automatiques. Ils ont été plus qu'heureux d'envoyer un agent de recouvrement. J'ai fixé la photo. Écoutant le bruit fantôme du frein à main qui cède, pendant qu'il traînait son jouet sur la dépanneuse. Il n'avait plus de voiture pour rentrer à la maison. 16 heures de l'après-midi. Je me suis connecté au portail de l'USAA. Visa,
Mastercard, American Express. J'ai sélectionné chaque carte bancaire secondaire portant son nom. Je les ai toutes signalées comme volées, compromises et frauduleuses. Le département des fraudes a verrouillé les comptes au centime près. S'il essayait de payer, la bande magnétique n'était plus que du plastique mort. 17 heures de l'après-midi. Le coup de grâce. 2 ans plus tôt, juste après un déploiement brutal dans la province de Helmand. Je m'étais assise dans le bureau de Margolu, et j'avais rédigé une fiducie aveugle et irrévocable pour Poppy. Au cas où je rentrerais dans une boîte. J'ai donné le feu vert à Margolu. Elle a exécuté la clause de déclenchement. L'acte de propriété de la maison coloniale de 4 chambres en Virginie a été entièrement transféré à la fiducie. C'était verrouillé par une forteresse de bureaucratie légale. Le nom d'Arthur a été effacé des registres d'impôts fonciers. Il n'avait aucune revendication conjugale. Il n'avait aucun droit de squatter. Il était légalement sans abri. La maison qu'il prétendait rénover ne lui appartenait plus. Elle appartenait à la petite fille, qu'il venait d'essayer d'assassiner. 18 heures. Thomas a passé un coup de fil discret depuis le couloir de l'hôpital, à un contact au sein de l'US Marshal Service. Vous laissez un enfant de 7 ans enfermé dans une maison pour mourir. Les flics locaux ne se contentent pas de vous donner une contravention pour un délit mineur. Ils émettent un mandat d'arrêt fédéral pour fugitif. L'accusation était de crime pour abandon d'enfant, et mise en danger imprudente. Le nom d'Arthur, sa date de naissance, et son numéro de sécurité sociale ont clignoté dans la base de données du NCIC. Ces informations ont été transmises aux ordinateurs portables de toutes les voitures de police, de Seattle à Miami. Il était officiellement un homme traqué. Je me suis adossé à la chaise d'hôpital en plastique bon marché. La peau de ma main droite était boursouflée, et tendue par la brûlure du café. Mais j'ai ignoré la douleur lancinante. Je fixais la feuille de calcul, sur l'écran de mon ordinateur portable. 10 heures, rouge. 11 heures, rouge. 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, rouge, 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 rouge. Le tableau entier était neutralisé. Je suis resté assise dans le silence stérile de l'unité de soins intensifs. En écoutant la respiration rythmée de la machine de ma fille. Je n'ai pas souri. J'ai simplement respiré l'air froid et conditionné. Je venais d'aspirer tout l'oxygène du monde d'Arthur. C'était un homme mort en sursis. Et il ne le savait pas encore. Parce qu'à cet instant précis, à des milliers de kilomètres de là, le soleil tropical tapait sur les eaux bleues vives de Sainte-Lucie. Et Arthur s'approchait d'un bar sur le quai, glissant la main dans sa poche. Pour en sortir un morceau de plastique inutile, afin de payer pour son arrogance. Le soleil tropical au-dessus de Rodney Bay, à Sainte-Lucie, était aveuglant. L'air était lourd et épais. Imprégné de l'odeur de l'eau salée, des bananes plantains frites, et de l'écran solaire coûteux à la noix de coco. Arthur était assis sous un énorme parasol en toile blanche, à la terrasse d'un café sur les quais. Il était adossé à sa chaise. Travaillant sur sa 2e omelette au homard, et son 3e verre de mimosa millésimé. En face de lui était assise Chloé Vance, 28 ans. Le teint très bronzé, des lunettes de soleil de créateur posées sur la tête. La serveuse locale s'est approchée, le visage complètement neutre. Et a déposé la pochette en cuir noir de l'addition, sur la table en verre. 180 € pour un petit déjeuner du mardi matin. Arthur n'a même pas pris la peine de regarder le reçu détaillé. Il a affiché son sourire à 1 million d'euros bien répété. A sorti son portefeuille en cuir de son short en lin. Et a tendu la carte de crédit militaire USA à bleu marine. Ma carte. La serveuse a glissé le plastique dans le terminal de paiement portable. Bip. La machine a affiché un code d'erreur rouge aveuglant. Refusé, monsieur, a dit la serveuse, la voix totalement plate. Arthur a ricané. C'était un son doux et décontracté. Il a fait un geste de la main, d'un air dédaigneux. Ça doit être le lecteur de puce international qui fait des siennes. Ils font toujours ça ici. Laissez-moi vous en donner une autre. Il a fouillé dans son portefeuille. Il en a sorti une carte American Express argentée. Il l'a fait glisser sur le verre. La serveuse l'a passée dans la machine. Bip. Refusé. Le sourire facile sur le visage d'Arthur s'est crispé. Une seule goutte de sueur a perlé sur son front, accrochant la dure lumière du soleil caribéen.
Il a plongé à nouveau ses doigts dans son portefeuille. Il en a sorti une Visa Standard. Ses mains bougeaient un peu trop vite maintenant. Son numéro de séducteur décontracté commençait à se fissurer. Bip. Monsieur. Celle-ci est signalée comme volée par la banque émettrice, a dit la serveuse, plissant les yeux. Elle a reculé d'un pas, serrant la machine contre sa poitrine. Avez-vous de l'argent liquide? Chloé a baissé ses lunettes de soleil. Elle l'a dévisagé par-dessus les montures dorées. La chaleur matinale a soudainement semblé oppressante. La nuque d'Arthur a pris une teinte rouge foncé, couverte de plaques. Il a tapoté ses poches vides. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. C'était un homme, qui vivait entièrement sur les cartes de crédit d'une femme qu'il venait de laisser pour morte. Et ces cartes étaient complètement mortes. Arthur s'est levé, les pieds en métal de sa chaise raclant bruyamment contre le patio en béton. Il a dit à Chloé de l'attendre juste là. Il a marché rapidement derrière une rangée de palmiers décoratifs, la poitrine haletante. Et il a sorti son téléphone portable. Ses doigts tremblaient littéralement. Il a composé le numéro du service client de l'USAA. Après 2 minutes d'attente angoissante, un représentant a répondu « Monsieur, ce compte a été verrouillé pour suspicion de fraude interne grave. » La voix au bout du fil a poursuivi « Je ne peux autoriser aucune transaction, et je ne peux pas lever le blocage. Vous devez parler au titulaire principal du compte, immédiatement. » Arthur a raccroché. Il a composé le numéro de mon téléphone portable. Une sonnerie. Messagerie vocale. Son numéro était définitivement bloqué. La panique s'est installée. La vraie panique. Celle, froide et étouffante, qui vous frappe quand vous réalisez que vous faites du surplace au milieu de l'océan, et que le bateau de sauvetage vient de s'éloigner. Il est devenu désespéré. Il a contourné mon téléphone portable. Il a composé l'extension directe du Pentagone pour le bureau de mon commandement. Le capitaine Thomas Miller a décroché à la 2e sonnerie. Opération du Pentagone. Arthur a dégluti difficilement. Sa voix a déraillé. Thomas, c'est Arthur. Écoutez-moi. Il y a un énorme bug avec les comptes d'Héloïse. Je suis bloqué sur les îles, sur un bateau de location. Vous devez me passer ma femme en ligne tout de suite, pour qu'elle puisse régler ça. Il y a eu une pause de 3 secondes. Le silence, sur la ligne militaire sécurisée, semblait plus lourd qu'une couverture de plomb. Le colonel Lawson ne parle pas aux criminels, a dit Thomas. La ligne a été coupée. La tonalité de composition a bourdonné dans l'oreille d'Arthur, comme un électrocardiogramme plat. À 16 heures de l'après-midi, la situation s'était détériorée. Passant d'une mauvaise matinée, à une réalité désastreuse. Arthur faisait les 100 pas sur le pont en teck du Mariposa, le catamaran de 60 pieds qu'il avait loué avec ma prime de risque. L'eau claquait agressivement contre la coque en fibre de verre. Le gestionnaire de la marina, un homme imposant aux larges épaules, portant un polo blanc et tenant un iPad, a enjambé lourdement la rambarde. Monsieur Lawson, a dit le gestionnaire. Il ne souriait pas. La carte de crédit enregistrée pour vos frais de port, et votre note d'alcool haut de gamme, vient d'être rejetée. La banque a signalé l'intégralité du profil, comme étant un actif volé. Vous devez 2400 €. J'en ai besoin, tout de suite. Arthur a essuyé son front luisant et couvert de sueur, avec le revers de sa main. Sa chemise en lin hors de prix, lui collait à la poitrine. Il a essayé de bomber le torse. Il a essayé d'emprunter mon autorité volée, pour sauver sa propre peau. Écoutez-moi, a dit Arthur, en pointant un doigt tremblant vers le gestionnaire. Il y a un énorme malentendu ici. Ma femme est colonel, dans le corps des marines des États-Unis. Repassez ce paiement. L'argent est là. Je vous le garantis. Le gestionnaire l'a regardé, exactement de la même façon dont on regarde un chien errant, en train de fouiller dans les poubelles de la marina. Je me fiche de savoir si votre femme est la présidente des États-Unis, a grogné le gestionnaire, s'avançant d'1 centimètre supplémentaire dans l'espace personnel d'Arthur. Vous payez le solde avant le coucher du soleil. Ou j'appelle la police locale, et je vous fais traîner physiquement hors de mon bateau, pour escroquerie envers un commerce local. Arthur est resté figé sur le pont. Le soleil tropical tapait fort, mais ses dents claquaient presque. Il s'est retourné lentement. Chloé se tenait près des portes vitrées coulissantes de la cabine principale.
Elle avait entendu chaque mot de l'échange. Ce n'était pas une fille naïve, lors d'une escapade romantique. C'était un prédateur opportuniste. Elle échangeait des séances de yoga privées, contre des voyages gratuits en yacht, et des sacs de créateurs. Et à ce moment précis, elle regardait un homme dont les comptes bancaires étaient entièrement bloqués. Un homme qui menaçait actuellement d'attirer la police locale sur un bateau rempli de champagne volé. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutent en ce moment, et qui ont eu affaire à un profiteur dans leur propre vie. Une personne qui draine votre énergie, votre compte en banque, et votre santé mentale. Pour s'enfuir à la seconde exacte où le puits se tarit. Si vous avez déjà eu à couper les ponts avec un parasite toxique dans votre vie, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et faites-moi une faveur, laissez le mot fait dans les commentaires, si vous connaissez ce sentiment précis, de fermer enfin la porte à quelqu'un qui s'est servi de vous. Je n'étais pas là sur le quai pour le voir. Mais je sais exactement ce que Chloé a fait ensuite. J'ai déjà eu affaire à son genre de profil, lors d'interrogatoires. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé à Arthur ce qui n'allait pas, ni comment elle pouvait l'aider. Elle a simplement regardé ses mains vides, son visage en sueur, et la terreur absolue dans ses yeux. Le calcul dans son regard était froid, rapide, et absolu. Elle a senti le danger. Elle a senti la pauvreté. Chloé a fait un lent pas en arrière, dans les ombres sombres de la cabine. Elle a gardé les yeux rivés sur Arthur. A tendu la main dans son dos. Et a silencieusement attrapé la poignée en cuir, de sa valise de créateur. Jeudi matin. Le climatiseur à l'intérieur de la cabine principale du Mariposa s'est mis en marche, avec un faible bourdonnement. Arthur a gémi, en se retournant dans le lit king size. Les draps étaient humides de sueur. Il a tendu le bras. Le vide. Il a ouvert les yeux. La cabine était dépouillée. L'ensemble de bagages Louis Vuitton assortis de Chloé avait disparu. Ses cosmétiques hors de prix avaient disparu de la coiffeuse. Même l'odeur persistante de son parfum s'était estompée. Arthur s'est assis. Sa tête martelait. Il a balancé ses jambes par-dessus le bord du lit, et a baissé les yeux vers le sol en tech. Un seul morceau de papier à en-tête d'hôtel était posé à côté de ses tongs. Il était froissé, et avait été aplati à la hâte. Il l'a ramassé. Je ne peux pas être entraîné dans ce pétrin. Tu m'as menti. Bonne chance, espèce de déchet fauché. Au bas du mot, dessiné avec un crayon à lèvres rose bon marché, il y avait un cœur tordu et moqueur. Arthur s'est précipité vers le placard. Il est tombé à genoux, et a fouillé dans la poche de son pantalon de rechange. Les 5000 € en liquide, que je lui avais donnés pour réparer le balcon. L'argent qu'il avait détourné, pour financer cette petite escapade. Il a tapoté le tissu frénétiquement. Vide. Elle avait pris jusqu'au dernier euro. Elle était déjà sur un vol de retour pour Miami, buvant du soda au gingembre gratuit. Mettant autant de distance que possible, entre elle et le navire en train de couler. Arthur était complètement bloqué. Vers 14 heures, les autorités locales sont arrivées. 2 agents de la police royale de Sainte-Lucie sont montés à bord du catamaran. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas demandé la permission. Le gestionnaire de la marina marchait juste derrière eux, le visage figé dans une expression dure et impitoyable. Arthur Lawson, a dit l'officier le plus grand, en plaçant une main lourde sur son ceinturon. Vous êtes expulsé de ce navire, pour avoir escroqué un commerce local. Arthur a essayé de discuter. Il a essayé de jouer de son statut, bombant le torse, pointant un doigt tremblant. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma femme est un marine des États-Unis. Appelez l'ambassade. Appelez le Pentagone tout de suite. L'officier l'a simplement regardé, sans être impressionné. Ton crédit est mort, mon gars. Ton argent a disparu. Tu es en violation de propriété. Ils ne l'ont pas laissé faire ses affaires. La société de location a confisqué sa valise, ses chemises en lin onéreuse, ses chaussures en cuir italien importé. Ils ont tout gardé comme garantie. Le gestionnaire a exigé le passeport d'Arthur, pour s'assurer qu'il n'essaierait pas de s'éclipser du pays, sans régler sa note de bar de 2000 €. Ils l'ont fait marcher le long du quai en bois. Des touristes en maillot de bain aux couleurs vives se sont arrêtés pour regarder. Arthur gardait la tête baissée. Le visage brûlant, la nuque empourprée par une humiliation profonde et atroce.
Ils l'ont jeté dans la rue. Il portait une chemise en lin boutonnée et froissée, un maillot de bain qui sentait l'eau salée stagnante, et une paire de sandales en caoutchouc bon marché. La batterie de son téléphone portable était à 12%. La nuit est tombée. La température a chuté. Le terminal de l'aéroport international de Hewanorra était pratiquement désert. Arthur était assis sur un banc en métal dur et glacial, dans la zone des arrivées. Il tremblait. Ses vêtements étaient fins, et humides à cause de la moiteur de l'air. Les lumières fluorescentes crues bourdonner au-dessus de sa tête. Il ressemblait à un vagabond. Il s'est connecté au Wi-Fi gratuit de l'aéroport. Il a fallu 2 minutes angoissantes pour charger la page. Il a ouvert ses messages. Il n'a pas osé m'appeler. Il n'a pas osé appeler Thomas de nouveau. Il a fait défiler jusqu'à un certain Marc, un vieux pote de San Diego. Marc était un bon gars. 2 ans plus tôt, quand Marc avait perdu son emploi et que sa maison allait être saisie. J'avais personnellement fait jouer mes relations, pour lui obtenir un poste de contractuel civil sur une base navale. J'avais sauvé sa famille de la rue. Arthur a tapé frénétiquement. Son pouce a glissé sur l'écran fissuré. Marc, j'ai besoin d'aide. Énorme malentendu avec Héloïse. Elle a bloqué mes cartes. Je suis coincé à Sainte-Lucie. Envoie-moi juste 500 balles. Je te rembourserai le double en rentrant. Je t'en supplie mec, c'est une urgence. Il a appuyé sur envoyer. Il a fixé l'écran. La batterie est tombée à 9%. Le message a été distribué. 1 minute plus tard, le petit texte gris est apparu sous son message, lu à 23h42. Arthur a attendu. Il a regardé l'écran, priant pour que les 3 petits points de frappe apparaissent. Il a attendu 5 minutes. 10 minutes. Rien. Il a essayé d'appeler le numéro de Marc. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Bloqué. De retour en Virginie, entre les murs silencieux et stériles de la chambre 314, mon téléphone portable a vibré. Je l'ai décroché. C'était un SMS de Marc, à San Diego. Une capture d'écran de l'appel au secours désespéré d'Arthur pour de l'argent. Sous la capture d'écran, Marc avait envoyé une seule et simple phrase, « Je voulais juste que vous le sachiez, colonel, on lui a coupé les vivres. » J'ai fixé l'écran lumineux. La lumière bleue projetait des ombres nettes sur mon visage. J'ai regardé vers Poppy. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, au rythme mécanique du respirateur. On ne menace pas la famille d'un marine, en s'attendant à ce que le monde nous protège. La fraternité ne fonctionne pas comme ça. L'uniforme porte un poids. Il porte la loyauté. Arthur pensait pouvoir jouer à la dinette avec une femme qui était allée à la guerre. Prendre son argent, et imposer un respect qu'il n'avait jamais mérité. Il était en train de découvrir, exactement, ce qui se passe quand le monde réel vous tourne le dos. Un autre message est arrivé. Celui-ci était de Dean. Fichier joint. Je l'ai ouvert. C'était une photo granuleuse, provenant d'une caméra de sécurité du terminal de l'aéroport de Sainte-Lucie. Elle montrait Arthur recroquevillé sur un banc en métal. Serrant ses bras en croix sur sa poitrine, pour se tenir chaud. Il avait l'air petit, pathétique. Un rat acculé dans un coin froid en béton. Je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié. J'ai fermé le téléphone, et je l'ai posé face vers le bas sur le bord du matelas. J'ai tendu le bras, et j'ai doucement posé ma main sur la tête bandée de Poppy. Tiens bon, ma petite fille. J'ai murmuré ces mots, qui portaient à peine au-dessus du sifflement de l'oxygène. C'est presque vendredi. Vendredi matin. Les lumières fluorescentes crues du couloir de l'hôpital ont légèrement clignoté. Je me tenais près du poste des infirmières, quand Margolu a appelé. Sa voix au bout du fil n'avait pas son ton mordant habituel. Elle était tranchante comme un rasoir, mais posée. Mortellement posée. Je viens de raccrocher avec le procureur de l'État, a dit Margolu. Nous avons le coup de grâce. Héloïse, donnez-le-moi. L'ingénieur en structure de Dean a retiré les tire-fonds en acier restants des débris. Ils les ont envoyés au laboratoire de la police scientifique de l'État. Les stries mécaniques, sur les têtes métalliques abîmées, correspondent à 100% à une perceuse sans fil de 20 volts spécifique. Une perceuse qui a été achetée au Home Depot sur la route 1, il y a très exactement 4 semaines.
J'ai senti le muscle de ma mâchoire tressauter. Il a acheté l'outil avec mon argent. Oui, a confirmé Margolu. Il a utilisé la carte secondaire de l'USAA. L'historique des transactions correspond à la marque et au modèle exact de la perceuse. Le reçu le place à la caisse. Les images de la caméra le placent sur le balcon. Et la correspondance mécanique relie l'outil au sabotage. L'air dans mes poumons s'est complètement immobilisé. Ce n'est plus de l'abandon d'enfant, Héloïse, a dit Margolu, sa voix baissant encore d'un ton. L'État vient de requalifier le mandat. Tentative de meurtre au premier degré. J'ai raccroché le téléphone. Je suis retourné dans la chambre 314. Le soleil de l'après-midi tentait de percer à travers les lourds stores de l'hôpital, projetant de fines lignes grises sur le sol en linoléum. Je me suis assise sur la chaise en plastique, à côté du lit de Poppy. J'ai reposé mes avant-bras sur le bord du matelas. J'ai regardé le soulèvement et l'abaissement régulier de sa poitrine. Pendant 72 heures, le seul bruit dans cette pièce avait été le sifflement mécanique du respirateur. Puis, le rythme a changé. La machine a bipé 2 fois. Un son court et erratique. J'ai levé les yeux vers le moniteur. Son rythme cardiaque s'accélérait. J'ai baissé les yeux vers ses mains. Ses petits doigts, meurtris et pâles, se sont contractés contre les draps blancs de l'hôpital. Je me suis penché en avant. Ma poitrine s'est serrée si fort, que j'ai eu mal en respirant. Sous les épais bandages blancs, les paupières de Poppy ont palpité. Elles se sont fermées fortement, luttant contre la lumière crue de la pièce. Et puis, lentement, douloureusement, elles se sont ouvertes. Ses pupilles étaient dilatées, balayant du regard cette pièce stérile et terrifiante. Elle avait l'air perdue. Elle avait l'air effrayée. Et puis, ses yeux m'ont trouvé. Une lourde condensation brumeuse s'est formée, à l'intérieur de son masque à oxygène en plastique transparent. Ses lèvres sèches et gercées se sont entr'ouvertes. Le son était à peine un murmure, étouffé par le plastique et le bourdonnement des machines. Mais c'était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Maman. L'armure d'acier que j'avais portée pendant 4 jours a volé en éclats. Elle ne s'est pas juste fissurée. Elle s'est désintégrée en poussière. J'ai enfoui mon visage dans le matelas d'hôpital raide, qui sentait l'eau de Javel. Mes épaules ont tremblé. Les sanglots se sont arrachés de ma gorge, violents et lourds, noyant le bruit de l'équipement médical. J'ai pleuré pour les 72 heures qu'elle avait passées seule dans cette maison. J'ai pleuré pour la terreur absolue qu'elle avait dû ressentir en tombant dans le vide. Et j'ai pleuré parce que, pour la première fois depuis mardi après-midi, je savais que je n'allais pas devoir préparer des funérailles. Le nœud dans ma poitrine s'est dénoué. Elle était en vie. Vendredi soir. À des milliers de kilomètres de là. La chaleur était suffocante. L'air sentait les gaz d'échappement de diesel, et les algues pourries. Arthur se tenait dans l'ombre, près des quais d'expédition commerciale de Port-Castries. Il tenait une liasse de monnaie locale froissée, qu'il avait mendiée à un touriste ivre. Il essayait de soudoyer un matelot de pont, sur un cargo en partance pour le Panama. Il se savait pris au piège. Il savait que les cartes de crédit étaient mortes. Il voulait juste disparaître. Il ne les a même pas vues arriver. 2 SUV noirs banalisés ont pilé net sur leurs freins, bloquant l'étroite ruelle en béton. Les portières se sont ouvertes d'un coup de pied. 4 officiers de la police locale, soutenus par un agent de liaison d'Interpol, ont foncé. Arthur a essayé de courir. Ses sandales en caoutchouc bon marché ont glissé sur le béton mouillé. Il a violemment heurté le sol, s'écorchant les genoux, et déchirant sa chemise en lin hors de prix. Avant même qu'il ne puisse se redresser, une lourde botte s'est plantée fermement entre ses omoplates, le clouant au trottoir crasseux. L'acier froid d'une menotte a mordu sauvagement son poignet droit. L'officier lui a tordu le bras dans le dos, fermant l'autre menotte dans un clic métallique retentissant. Arthur Lawson, a dit l'agent d'Interpol, en lisant une feuille plastifiée sous la lueur d'une lampe de poche. Vous êtes en état d'arrestation sous le coup d'un mandat fédéral, pour tentative de meurtre au premier degré. Vous êtes détenu en vue d'une extradition internationale immédiate. Ils l'ont traîné du sol, et l'ont jeté à l'arrière du SUV. Au commissariat local, ils l'ont laissé passer ses appels téléphoniques. Il était assis dans une cellule de détention en béton brûlant, qui sentait l'urine et la sueur rance. Il a été autorisé à utiliser un téléphone mural.
Arthur a composé le premier numéro, un prestigieux cabinet de défense pénale à Washington, D.C. Lawson. Arthur Lawson. La réceptionniste a marqué une pause. Je suis désolé, monsieur. Nos associés nous ont donné l'ordre de refuser votre dossier, en raison d'un grave conflit d'intérêts. Clic. Il a composé le numéro d'un deuxième cabinet. Un requin d'Alexandria, connu pour faire acquitter des auteurs de violences conjugales sur des détails techniques. Nous ne prendrons pas votre argent, monsieur Lawson. N'appelez plus ce numéro. Clic, il en a appelé un troisième. La réponse a été exactement la même. Margolu Chenoweth ne s'était pas contentée de geler ses comptes bancaires. Elle avait fait jouer 40 ans de faveur juridique. Elle l'avait mis sur liste noire sur toute la côte est. Aucun avocat réputé n'allait toucher à un homme qui avait essayé d'assassiner la fille d'un marine. C'était un suicide professionnel. Arthur a lâché le combiné de téléphone en plastique. Il est resté suspendu à son cordon métallique, heurtant le mur de béton avec un bruit sourd. Il s'est effondré sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine, et s'est enfin mis à pleurer. De vraies larmes de crocodile, moches et pathétiques. Samedi matin. Le soleil commençait tout juste à poindre, sur l'horizon de Virginie. Je me tenais dans la chambre d'hôpital. Regardant Poppy dormir paisiblement, respirant par elle-même. Le tube du respirateur avait été retiré. Je me suis retourné. J'ai attrapé mon sac marin vert olive dans le coin. Je l'ai dézippé. J'ai sorti mon uniforme de treillis à motif camouflage Woodland. J'ai enfilé le pantalon. J'ai lacé mes bottes de combat, tirant fermement sur les épais lacets noirs, jusqu'à ce que le cuir s'enfonce dans mes chevilles. J'ai glissé mes bras dans la veste. Je me suis tenu devant le petit miroir, au-dessus de l'évier. J'ai passé mes mains sur le tissu, lissant les plis. J'ai redressé les épaules. La mère restait ici pour guérir. Le colonel partait en guerre. 2 heures plus tard, j'ai monté la rampe d'un CE-17 Globemaster. Les énormes moteurs à réaction ont gémi, se préparant pour un vol direct non programmé vers les Caraïbes. Je venais le chercher. 11h30 du matin, samedi. L'air à l'intérieur du commissariat de police de la Royale de Sainte-Lucie était épais, lourd et chaud. Il sentait la vieille sueur, la rouille, et le nettoyant au pain bon marché. Les tubes fluorescents au plafond bourdonnaient, projetant une lumière jaune maladive, le long du long couloir en parpaing. Dean Firland se tenait au bout du couloir, les bras croisés sur la poitrine. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu le bras, a attrapé la lourde poignée en fer de la cellule d'isolement, et l'a tirée pour l'ouvrir. Je me suis avancé sur le seuil de la porte. La chaleur à l'intérieur de la cellule m'a frappé comme un coup physique. Il n'y avait pas de fenêtre. Juste une dalle de béton en guise de lit, et des toilettes en acier inoxydable dans le coin. Arthur était recroquevillé sur le sol. Il était pieds nus. Les flics avaient confisqué ses lacets et sa ceinture. La chemise en lin hors de prix, qu'il portait 2 jours plus tôt, était déchirée au col. Et tachée de noir, par la graisse de la ruelle. Il sentait la peur. Une peur aigre et sale. Il a levé les yeux, quand il a vu le camouflage Woodland de mon uniforme. Quand il a vu le cuir noir poli de mes bottes de combat, le dernier lambeau de son ego s'est évaporé. Il s'est relevé précipitamment du sol. Il s'est jeté vers les lourds barreaux d'acier. Il a agrippé le fer si fort, que ses jointures sont devenues d'un blanc cadavérique. Il est tombé à genoux, pressant son visage entre les barreaux. Héloïse, a-t-il haleté, des larmes se mélangeant à la saleté sur son visage. Héloïse, tu dois m'écouter, s'il te plaît. Je n'ai pas bougé. Je me suis tenu parfaitement immobile, les mains jointes lâchement dans mon dos. Au repos. C'était un accident, a sangloté Arthur. Sa voix se brisait, faisant un écho strident contre les murs de béton. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas que la rambarde était si faible. J'allais la réparer en rentrant. Et Chloé. C'est elle qui m'a piégé, Héloïse. Elle a découvert pour l'argent. Elle m'a manipulé. Elle voulait s'enfuir. Elle est folle. Il jouait la victime. Il essayait sérieusement de manipuler mentalement une femme, qui venait de regarder une vidéo de lui remplaçant de l'acier par du plastique. Je l'ai laissé pleurer. Je l'ai laissé supplier pendant exactement 60 secondes.
J'ai regardé la salive voler de ses lèvres. J'ai regardé la morve couler de son nez. Puis, j'ai décroisé mes mains. Chloé Vance est retournée à Miami, jeudi matin, ai-je dit. Ma voix était basse. C'était le calme absolu et mortel, au centre d'un ouragan. Des agents fédéraux l'ont cueillie à la porte de débarquement. Elle leur a remis son téléphone portable, l'ensemble de tes SMS. Et une déclaration sous serment attestant que tu avais l'intention de rester dans les Caraïbes. Jusqu'à ce que tu reçoives un appel très précis. En provenance des États-Unis. Arthur a cessé de pleurer. Sa bouche est restée béante. Elle a passé un accord pour obtenir une immunité totale, ai-je continué d'un ton complètement plat. Et elle t'a laissé un mot. J'en ai vu la photo. Il y avait un petit cœur rose en bas. Le visage d'Arthur s'est entièrement vidé de ses couleurs. Il a lâché les barreaux. Il s'est affaissé en arrière, ses talons nu heurtant le sol en béton. J'ai tout perdu, a-t-il chuchoté. Tu n'as rien perdu du tout, ai-je répondu. Parce qu'à l'origine, tu n'as jamais rien possédé. J'ai fait un pas en avant. Je me suis accroupi, amenant mes yeux à son niveau. J'ai fixé, à travers les barreaux de fer, directement l'âme de l'homme avec qui je partageais mon lit autrefois. J'ai laissé tomber la façade polie. J'ai abandonné la distance civilisée. Tu voulais qu'elle meure, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était un fait médico-légal. Arthur a tressailli, détournant la tête. Regarde-moi. Il a lentement tourné la tête à nouveau vers moi. Ses yeux étaient écarquillés, injectés de sang et terrifiés. Tu avais calculé l'emploi du temps de mon déploiement, ai-je dit, lui épelant les choses pièce par pièce. Tu savais que je serais enfermé dans une salle de briefing sécurisée. Tu savais que ça prendrait des heures, pour que la police militaire me retrouve. Tu pensais qu'elle allait tomber, et qu'elle se viderait de son sang dans l'herbe, avant même que la nounou ne revienne du Texas. Il s'est mis à trembler. Un tremblement violent et incontrôlable a parcouru ses épaules. Tu te prenais pour un génie, ai-je lâché, un sourire froid et en dents de scie étirant le coin de ma bouche. Tu pensais que le mari éploré. Que le veuf légalement marié allait hériter d'une police d'assurance vie de 2 millions d'euros. Tu pensais que tu allais récupérer la maison. Tu pensais que tu allais toucher la pension de réversion du corps des marines. Arthur m'a dévisagé. Il respirait par la bouche, en petit haletante paniqué. Je l'avais déchiffré jusqu'à son ADN. Je me suis redressé. J'ai balayé un grain de poussière, sur la manche de mon uniforme. Il y a 2 ans, ai-je déclaré, ma voix tombant dans un murmure dur et mortel. J'ai établi une fiducie aveugle pour Poppy. Chaque bien que je possède, la maison, les économies, l'assurance. Tout est détenu dans cette fiducie. Tu ne figures pas sur les documents. Tu n'y as jamais figuré. Arthur a dégluti avec peine. Sa pomme d'Adam a tressauté dans sa gorge. Et la clause de prévoyance, ai-je continué, enfonçant le couteau profondément dans sa poitrine. Stipule que si Poppy devait décéder avant l'âge de 21 ans, 100% de cette fiducie serait immédiatement liquidée. Les fonds sont automatiquement reversés, au fond des orphelins des forces armées. Arthur a cessé de respirer. Si elle était morte, ai-je articulé, en m'approchant tout contre les barreaux de fer. Tu n'aurais pas vu le moindre centime. Tu aurais été jeté à la rue, avec pour seule possession les vêtements que tu as sur le dos. Il m'a fixé, son esprit essayant désespérément de traiter l'ampleur de son propre échec. Tu as assassiné une enfant pour absolument rien, ai-je conclu. Tu n'es pas seulement un monstre, Arthur. Tu es un idiot. Je me suis retourné. Héloïse, a-t-il hurlé. Il a frappé violemment des mains contre les barreaux. Héloïse, ne me laisse pas ici. Tu ne peux pas faire ça. J'ai marché le long du couloir en parpaing. Mes bottes de combat frappaient le béton. Clac. 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 Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement écouté le son de ces hurlements qui résonnaient derrière moi. Ricochant contre les murs. Jusqu'à ce que la lourde porte en acier claque, coupant net le vacarme. Le marteau a frappé dans un tribunal de Virginie, 6 mois plus tard. Le son a été plat, sourd, et tout à fait irrévocable. Arthur ne m'a pas jeté un regard en arrière, lorsque l'huissier a verrouillé les lourdes menottes en acier autour de ses poignets.
Il a gardé les yeux rivés au sol. Il a été condamné à la prison à vie dans un pénitencier fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'y a eu aucun accord de plaidé coupable. Margolis était assuré que le procureur l'ensevelisse sous une montagne de preuves numériques, de reçus de cartes de crédit et de rapports médico-légaux. Chloé Vance, la fille qui pensait pouvoir s'en sortir les mains propres, en remettant simplement un téléphone portable, n'a pas eu beaucoup plus de chance. Le juge lui a infligé une peine de 5 ans de prison, pour complicité a posteriori. Je ne suis pas resté dans les parages pour les regarder charger Arthur dans le fourgon de transport. J'avais une maison à réparer. J'ai engagé un vrai entrepreneur cette fois-ci. J'ai fait arracher entièrement le balcon du 2e étage, à l'arrière de la maison. Je ne l'ai pas fait remplacer. Je leur ai fait murer les portes-fenêtres. Scellant définitivement le mur avec de la maçonnerie rouge massive. L'ancienne chambre principale à l'étage est devenue un espace de rangement. J'ai installé Poppy au rez-de-chaussée. Dans une chambre avec de grandes fenêtres renforcées, qui donnaient sur le jardin. Elle a récupéré. Les enfants sont résilients. Ses cheveux ont repoussé, recouvrant la fine cicatrice chirurgicale sur son cuir chevelu. Elle passait ses après-midi assise près de la fenêtre, à observer un colibri à gorge rubis. Elle l'avait appelé Stella, et le regardait tournoyer autour de la mangeoire. Le fantôme d'Arthur avait disparu. Effacé de la propriété. Effacé de nos vies. C'était tard, un samedi soir. L'air de Virginie était épais et chaud, rempli du faible bourdonnement des cigales. J'étais assise sur les marches du porche d'entrée. Les planches de bois étaient rugueuses contre mon jean. Le capitaine Thomas Miller était assis sur la marche en dessous de moi. Il n'était plus en uniforme. Il portait un t-shirt gris délavé, et des chaussures de travail. Il m'a tendu une canette de Core Light froide et perlée de condensation. Tchin. Les canettes en aluminium se sont heurtées dans l'obscurité. J'ai pris une longue gorgée de cette bière bon marché. Elle avait un goût de métal froid, et de survie tranquille. Je fixais les lampadaires, qui bourdonnaient au bout de la rue. Je suis un officier de renseignement du corps des marines, Thomas, ai-je murmuré, ma voix basse raclant contre l'air de la nuit. Mon travail tout entier consiste à évaluer les menaces. Je traque les hostiles dans les zones de guerre. Je lis la télémétrie satellitaire. Je décortique des profils psychologiques. J'ai resserré ma prise sur la canette en aluminium humide. Et j'ai laissé un monstre dormir dans mon lit. Je l'ai laissé lire des histoires du soir à ma fille. Je lui ai remis l'argent en main propre pour construire le piège. La culpabilité, que j'avais refoulée dans cette lourde boîte noire pendant 6 mois, a finalement commencé à s'échapper. Ma gorge s'est nouée. La brûlure derrière mes yeux a été vive et soudaine. Thomas ne m'a pas regardé avec pitié. La pitié est inutile. Il m'a regardé avec le respect calme et constant d'un soldat, qui a lui-même traîné son propre fardeau dans la boue. Colonel, a dit Thomas, sa voix ancrée, lourde de vérité. Vous analysez la chose comme un tacticien. Vous devez la voir comme une mère. Il a pris une gorgée de sa bière. Ses yeux suivaient le vol d'un papillon de nuit, qui tournait autour de la lumière du porche. Arthur n'a pas franchi votre périmètre parce que vous êtes stupide, a poursuivi Thomas. Il est entré, parce qu'il a utilisé votre deuil comme une arme. Vous aviez perdu un mari. Vous portiez un lourd fardeau. Vous vouliez simplement un endroit sûr, pour que votre enfant puisse se poser. Personne. Pas même un général 4 étoiles, ne fait une vérification des antécédents, sur un type qui propose de réparer l'évier et de lire le docteur Seuss. Il a utilisé les meilleures parts de vous. Votre loyauté, votre besoin de protéger. Et il les a transformés en angle mort. J'ai fermé les yeux. La condensation froide de la canette de bière a coulé sur mes jointures. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'ai pas serré la mâchoire. Je n'ai pas redressé les épaules. J'ai appuyé ma tête contre le poteau en bois du porche, et j'ai laissé couler les larmes. J'ai lâché le contrôle rigide. Je suis simplement resté là dans le noir. Une mère et un soldat, laissant enfin le poids de la guerre glisser de ses épaules. J'avais survécu. Poppy avait survécu. Le périmètre était sécurisé. Je m'adresse directement à vous maintenant. À la femme qui écoute ceci dans sa voiture, sur le chemin du travail. À la mère qui fait la vaisselle dans la cuisine, avec une boule au ventre.
Parce que quelque chose dans sa propre maison ne tourne pas rond. À la personne qui est actuellement drainée, manipulée, et trompée par quelqu'un qui prétend l'aimer. Écoutez-moi très attentivement. Il vous faut 3 piliers pour survivre à une guerre domestique. Premièrement, il vous faut du caractère. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Ne hurlez pas. Ne cassez rien. Vous n'avez pas besoin de violence, quand vous avez la loi pour vous. Vous rassemblez vos renseignements dans l'obscurité, et vous exécutez votre ennemi en plein jour. En utilisant les systèmes mêmes, qu'il pensait pouvoir contourner. Deuxièmement, il vous faut de l'intellect. Arrêtez de faire confiance aveuglément. Arrêtez de céder les clés de votre royaume financier, juste pour préserver la paix. Vérifiez les relevés bancaires. Lisez les petits caractères. Regardez où va l'argent. Parce que l'argent, c'est le seul langage que les parasites comprennent réellement. Troisièmement, il vous faut du cran. Quand l'illusion se brise. Quand vous voyez enfin le monstre se tenir au milieu de votre salon. Vous ne vous asseyez pas par terre, pour attendre un bateau de sauvetage. Vous vous levez. Vous verrouillez les portes, et vous vous battez. Arthur pourrit dans une cellule en béton à cause de sa propre cupidité. Ce n'est pas moi qui l'y ai mis. Je lui ai simplement tendu la pelle, et je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Je veux vous poser une question. Et je veux que vous me répondiez honnêtement, en bas, dans les commentaires. Avez-vous déjà ignoré un énorme signal d'alarme, simplement parce que vous vouliez croire à l'illusion d'une famille heureuse? Tapez « moi » dans les commentaires, si vous savez exactement à quel point c'est difficile, de faire enfin face à la laide vérité. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec une femme de votre entourage, qui a besoin de l'entendre en ce moment même. Ne prenez jamais la sécurité de votre foyer pour acquise. Ne supposez jamais que les fondations sont solides, juste parce que quelqu'un a souri en vous disant qu'elles l'étaient. Montez à l'étage. Regardez les structures qui soutiennent votre vie. Vérifiez les vis. Vérifiez les boulons. Et vérifiez vos propres balcons.